Je vous remercie donc au nom de la Ligue panafricaine Umoja d'être venu donc pour cette conférence de presse qui intervient donc à la clôture de nos universités 2016, des universités qui sont réservées aux membres de la Ligue et qui sont donc un moment fermé. Nous débattons un peu des différentes thématiques d'actualité du continent africain. Et nous avions choisi donc pour ces universités de poser la question de la souveraineté de l'Afrique sur les thématiques notamment technologiques, scientifiques, mais également politiques et culturelles. Ce sont des thématiques qui sont, on va dire, à l'origine de la création donc, de la Ligue panafricaine du Congo-Umoja en 2010, qui a très rapidement, au bout de 2 ans, abandonné cette vision peut-être un peu trop nationaliste liée au Congo pour devenir donc en 2012 la Ligue panafricaine Umoja. À partir de 2012, la Ligue panafricaine Umoja a décidé de prendre une stratégie qui est en partie internationaliste et en partie fédérale, qui correspond donc aux idéaux historiques du panafricanisme, c'est-à-dire d'établir sur le continent africain ce qu'on appelle des sections territoriales, c'est-à-dire des antennes qui sont vouées à devenir des partis politiques et à se battre sur le terrain pour imposer, non pas par la force, mais par la conviction et d'une certaine manière par le consensus, l'idée que le panafricanisme est précisément le seul chemin pour aller vers la souveraineté du continent. Donc ces sections sont une petite dizaine sur le territoire continental, dans les différents territoires que nous appelons des territoires berlinois, donc qui sont hérités d'une décolonisation et de frontières que nous contestons vigoureusement. Elles travaillent, elles produisent de l'analyse, elles produisent de l'information, et la Ligue dispose donc en son sein de différentes structures, dont les plus importantes sont un conseil fédéral provisoire et un bureau politique provisoire, dont j'assume les fonctions de secrétaire général et qui est actuellement donc présidé depuis déjà 5 mois, je dirais, par M. Diogène Ndassény, qui est à ma droite, le président de la Ligue panafricaine Umoja. Donc, dans le cadre de cette mandature qui s'ouvre donc sur la période 2016 à 2020, nous souhaitons qu'un certain nombre d'enjeux soient posés concrètement sur le terrain politique. Et parmi ces enjeux se posent des thématiques liées à la continuité et à l'alternance, qui pour nous sont des faux enjeux. Il est important que l'on puisse poser une alternative, et cette alternative, c'est celle que nous construisons dans le cadre des activités internes de la Ligue panafricaine Umoja, dans le cadre de nos commissions qui travaillent en lien avec les secrétariats, dans le cadre de nos contacts avec les différentes sections territoriales qui sont très actives sur le terrain et qui se battent dans des conditions matériel souvent très difficile, et dans le cadre de partenariats que nous lions avec d'autres groupes panafricanistes, mais également un certain nombre assez réduit de partis historiques qui ont été fondés souvent dans des perspectives de mouvements de libération, puisque nous nous inscrivons précisément dans cette tradition des mouvements de libération nationale. Donc aujourd'hui, le thème qui est consacré donc à la souveraineté de l'Afrique impose aussi de poser la question médiatique. Nous avons un journal panafricain qui est publié de manière trimestrielle, qui présente l'actualité du continent africain et du monde avec notre regard, notre vision, et qui permet donc à tout un chacun de prendre connaissance des positions de la Ligue sur telle ou telle problématique. Et puis donc nous avons également différents outils de communication qui permettent également donc à la Ligue d'interagir et qui permettent au public intéressé de s'informer sur nos positions. Nous publions régulièrement des communiqués, nous faisons régulièrement des conférences, nous tenons régulièrement donc des manifestations, et donc aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence de presse, nous voulions faire un point sur l'état général du continent et également poser un certain nombre de points problématiques et thématiques sur lesquels nous pensons qu'il est important d'alerter l'opinion publique. Donc je vais tout de suite céder la parole à M. Diogène Ndassény, le président de la Ligue panafricaine Umoja, qui va donc dresser un tableau général de la situation, et puis je me permettrai par la suite de revenir sur quelques points particuliers pour que l'on puisse ensuite entrer
dans le temps de l'échange et de la discussion. C'est donc à monsieur Diogène Amdasseli. Merci beaucoup, Hamzat. Merci à toute l'Assemblée. Chers participants et chers journalistes, je voudrais donc vous remercier tous d'avoir répondu à notre invitation et de partager avec vous notre analyse de la situation générale et politique du continent africain et de sa diaspora. Organisation politique et panafricaniste, la Ligue panafricaine mondiale a pour ambition de réaliser les objectifs politiques du panafricanisme par les panafricanistes eux-mêmes, car convaincus que le succès du panafricanisme dépend de l'engagement politique et décisif des panafricanistes comme acteurs des changements auxquels ils espèrent. Par conséquent, nos analyses ne sont pas des commentaires des commentateurs, mais celles d'une organisation qui se bat pour trouver des voies et moyens pour sauver son peuple. Or, comme chacun le sait, l'une des causes principales de la tragédie africaine est l'absence de souveraineté. Nous allons donc tenter d'y voir ce qu'il en est en 2016. L'année 2016, que vous connaissez bien. Si par ailleurs l'approche d'une grande échéance électorale est porteuse d'espérance, de changements potentiellement positifs pour les populations, il en est différemment des populations africaines où chaque échéance électorale fait craindre des tensions sociales allant de petits jusqu'aux gros soubresauts, déplacement des populations, affrontements, massacres, viols, pillages, etc. Ainsi, 2016, année qui s'achève, dans moins de 2 mois, n'a pas échappé à la règle et fait particulièrement exception avec un lot particulièrement aussi élevé de 16 scrutins électoraux, présidentiels en particulier, plus ou moins explosifs. Voyons rapidement les pays concernés. Donc nous avons le Cap-Vert, qui a été cette année concerné par une élection présidentielle. Il y a eu une réélection. Nous avons eu le Bénin, avec une élection d'un nouveau président, Patrice Talon. Nous avons eu en 3 l'Ouganda, avec le président Museveni qui a été réélu. Nous avons eu le Tchad, où il y a aussi une réélection. Nous avons eu Djibouti, où il y a eu aussi une réélection. Sao Tomé et Principe, le président en place n'était pas représenté, ne s'est pas représenté, donc il y a eu une élection d'un nouveau président, Evaristo Carvalho. La République centrafricaine, où il y a eu une élection. Le Gabon, que nous venons de vivre en ce moment, il y a eu aussi une réélection. La Zambie, il y a eu une réélection aussi. Les Comores, il y a eu un nouveau président. Le président sortant n'était pas destiné à se représenter par le biais des textes. Le Niger, il y a eu une réélection. La République démocratique du Congo est explosive en ce moment, puisque la date du scrutin n'est pas toujours arrêtée. Il y a des débats internes en ce moment. Le Ghana, il y a normalement une élection le 7 décembre. Le Congo-Brazzaville, il y a eu une réélection. Une réélection qui est suivie rapidement avec l'arrestation des opposants. Il y a une guerre qui se passe, notamment dans le sud du pays, dans le Poul. En Guinée équatoriale, il y a eu une réélection. La Gambie, il y a eu une élection le 1er décembre. Donc, toute cette situation était normalement censée apporter ou encore faire espérer aux populations des changements ou encore des jours meilleurs. Ce qu'il faut noter, c'est que globalement, les groupes qui s'affrontent pour la conservation ou l'accession au pouvoir lors des scrutins complètement éloignés des préoccupations fondamentales des peuples ne parlent que d'alternance et non d'alternative. L'alternance suppose que le système est bon, mais sa gestion est mauvaise. Il faut changer les équipes et la manière de gouverner afin que le système s'améliore. Or, en dehors de quelques cas d'exception qui ne suffisent pas à opérer les transformations structurelles dont l'Afrique a besoin, globalement, le système qui prévaut en Afrique est une réadaptation des dominations impérialistes, esclavagistes, colonialistes de la période bipolaire Est-Ouest et aujourd'hui de la période post-bipolaire. L'Afrique a gardé les mêmes structures que sous la colonisation, économie extravertie, éternel pourvoyeur de matières premières, aliénation du système éducatif, réalité d'un pouvoir politique entre les mains des anciennes puissances coloniales, mais représentées localement par des satrapes, c'est-à-dire des despotes barbares et crapuleux s'appuyant sur une oligarchie compradore. Esclavage monétaire. Comble de tout, les anciennes colonies confient leur destin militaire aux ex-colonisateurs. Des 16 situations décrites pour 2016, aucune ne s'attaque frontalement, honnêtement et courageusement à ces problèmes structurels. Il est pour nous donc question d'alternative. C'est ainsi que nous avons défini le thème de cette conférence de presse comme suit: ni continuité, ni alternance. Le panafricanisme est la seule voie pour la souveraineté de l'Afrique.
L'élite africaine cupide et compradore, c'est-à-dire téléguidée de l'extérieur au prix des miettes et des avantages individuels, masque sa trahison derrière les explications boiteuses de réalisme, de pragmatisme et autres palinodies afin de ne pas provoquer les représailles des impérialismes. Donc, l'on s'étonne que les impérialistes qui se servent gratuitement en Afrique, tant en hommes qu'en ressources stratégiques, ne puissent pas s'organiser pour défendre leurs avantages. C'est le contraire qui eût étonné, normalement. En réalité, la règle pour les sous-oligarques de l'impérialisme international africain est le suivant. Tant qu'on tire les miettes individuellement dans cette vaste entreprise criminelle, il faut se taire et laisser les grands et les vrais oligarques poursuivre tranquillement leur vaste festin infect du pillage et de démolition des peuples. Comment pouvons-nous laisser se perpétuer une telle situation? Voilà plus d'un demi-siècle que les ennemis du panafricanisme, au nom d'un cynisme cynique, ont livré l'Afrique aux charognards, aux vautours et aux prédateurs de la pire espèce. Le résultat de cette capitulation historique est pourtant clair. Il suffit de regarder la réalité de nos sociétés. Partout, c'est la misère. Les guerres civiles fratricides, l'absence d'un système de santé, le chômage galopant, le sida, la pauvreté indicible, la malnutrition infantile, le génocide au Rwanda, à Duéko en Côte d'Ivoire, dans la région du Poul au Congo, le massacre de Sélék en Centrafrique, la fuite de la jeunesse vers l'Europe dans les embarcations de fortune, avec comme conséquence le naufrage odieux de Lampedusa, que vous connaissez, symbole ultime de ce système mortifère qui assaille l'Afrique. En réalité, pour que les élections aient un sens pour nos peuples, il faudrait que les enjeux fondamentaux et structurels soient au cœur des choix qui leur sont proposés. Ainsi, nous augmenterons leur exigence démocratique tout en combattant l'aliénation politique qui les conduit à se comporter telles des masses moutonnières derrière des leaders tribaux et ethniques incapables de répondre à leurs préoccupations essentielles. Mais les enjeux fondamentaux et structurels, constitutionnalisation par exemple, la transformation des ressources naturelles localement, souveraineté monétaire, système éducatif décolonial, contrôle des dirigeants par les populations, ne s'imposeront pas d'eux-mêmes dans le débat public si les panafricanistes ne s'y mêlent pas. Nous avons depuis 6 ans créé la Ligue panafricaine Umoja afin que les panafricanistes rejoignent le champ politique, condition sine qua non du succès de cette idéologie. Il s'agit de quitter un certain confort dans lequel on assène les vérités et les évidences sur les solutions qui vont sauver l'Afrique et que la réalisation est laissée aux autres. Cette façon de faire la politique par procuration nuit gravement à la crédibilité du panafricanisme et contraire aux engagements des figures dont on arbore tous les jours les noms comme pour se targuer d'un certain héroïsme militant. Les concours d'indignation ne suffiront jamais à venir à bout de notre tragédie. De même que le militantisme isolé et solitaire, démontrant la vaine bravitude, ne viendront jamais à bout d'un système hyper organisé. Toutes nos luttes, aussi nobles et légitimes soient-elles, même tant qu'elles demeureront catégorielles, sectorielles, territoriales ou régionales, hélas, 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 elles ne mèneront à une vraie lutte de libération continentale qui se veut ample, massive, définitive et surtout coordonnée et organisée. C'est pourquoi notre organisation, qui est aussi la vôtre, la Ligue panafricaine Umoja, a mis le cap sur la construction d'une organisation fédérale dans laquelle se reconnaissent tous les courants panafricanistes, acquis à la finalité de l'État fédéral, avec ses conséquences logiques, monnaie commune, défense commune, citoyenneté commune, et à se déployer dans tous les territoires africains sous forme de section territoriale. Être dans une chapelle idéologique en refusant de se rassembler aux autres au nom d'une certaine rigidité intellectuelle ne cadre pas, avec l'esprit fédéral. Au sein de la Ligue panafricaine Umoja, nous admettons les chronistes, les diopiens, les lumumbistes, les bourgondistes au nom d'un débat interne permanent, garanti, mais dans la discipline. Je vais conclure en lançant un appel à l'action, mais l'action intelligente, l'action organisée et structurée. La première victoire dans une lutte est l'organisation. L'impérialisme nous domine depuis tant de siècles parce qu'il a un minimum d'organisation en dépit de ses propres contradictions internes. Il nous faut opposer un niveau d'organisation supérieur à celui de l'impérialisme et ses valets locaux afin d'entrevoir la victoire. Sans organisation, il n'y a ni tactique ni stratégie. Sans organisation, il n'y a ni émulation de meilleures idées, ni émergence de talents et de leadership. C'est l'organisation qui garantit la formation
permanente et la multiplication de l'esprit de Lumumba, de Sankara, de Cheikh Anta Diop, de Walter Rodney, de Steve Biko, d'Ossende Afana. Nous autres, forçats du XXIe siècle, nous n'avons rien à perdre, sinon que nos chaînes, au lieu d'attendre, brisons-les. Umo Diani Goufou à Santé Sada. Merci. Merci au président Diogène Aldasseni, président de la Ligue panafricaine Umoja. En ma qualité de secrétaire général de l'organisation, je m'occupe notamment du volet politique et relations extérieures. Et je tenais à souligner effectivement que dans les cas qui ont été abordés, certains sont plus symptomatiques que d'autres. On a par exemple 3 pays qui ont connu des élections cette année, parmi ceux qui ont été cités. Je pense notamment au Bénin, à la République centrafricaine et au Gabon. Ce sont des pays qui représentent en fait aussi un système néocolonial connu sous le nom de France-Afrique et qui ont connu des fortunes diverses. Dans le cas du Bénin, nous avons eu ce qu'on appelle une alternance, c'est-à-dire que le candidat du régime sortant a été vaincu par celui d'une opposition, mais une opposition qui était en fait très liée au régime sortant. Et là, la particularité est le fait qu'on a mis en échec un candidat qui, pour la première fois, avait été directement envoyé par l'Élysée, donc la figure de Lionel Zinsou. Le cas de la République centrafricaine, où là, on est dans un pays où la présence française a été continue depuis l'indépendance et où cette élection est censée symboliser la fin d'une transition. Donc, ces fameux retours à la démocratie qui posent problème, puisqu'on s'interroge encore une fois sur le degré de souveraineté de tous ces territoires-là. Et enfin, le cas récent du Gabon, où là, nous voyons bien que nous sommes dans toutes les contradictions du système, entre 2 candidats qui, certes, ne sont pas auto-réversibles, mais qui posent chacun l'absence de réaction sur les thématiques de souveraineté, notamment militaire, donc la présence de l'armée française ou de différentes bases étrangères sur le continent africain, la souveraineté monétaire, donc la problématique du franc CFA, qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement dans les réseaux sociaux et sur laquelle la Ligue travaille depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu récemment, nous travaillons dessus depuis très longtemps. La problématique de la souveraineté culturelle, qui doit également être posée. Et enfin, un dernier élément, la souveraineté médiatique, puisque dans le cas de la farce gabonaise, nous avons 2 candidats qui se battent par médias français interposés. Donc ça aussi, ça pose un certain nombre d'éléments sur lesquels nous devons, je pense, nous positionner. L'autre élément lié à ces questions d'alternance ou de continuité est également l'ordre des élections. Nous avons, dans nos États france-africains, une tendance à privilégier l'élection présidentielle. Et je pense que c'est une erreur stratégique si nous voulons sortir précisément de ce système. Il faut commencer par des élections qui sont beaucoup plus proches du peuple. Et ce n'est pas pour rien que depuis que l'ordre constitutionnel est revenu au Mali, des élections comme les élections municipales ont été constamment repoussées. Parce que c'est au niveau des élections municipales que l'on peut imposer, je pense, un changement. Et c'est la position de la Ligue panafricaine Moja qui soutient, dans le cadre des élections municipales qui auront lieu dans quelques jours au Mali, la candidature de Bemba Amara Diabaté à la municipalité de Kita. Nous pensons que c'est en travaillant sur la base que nous pouvons faire évoluer les choses. Et ce n'est pas pour rien que dans tous ces États qui sortent de crise, le financement de la communauté internationale ne vise que l'organisation des élections présidentielles et jamais les municipales et encore moins les législatives. Ça a été le cas du Gabon, on a tout mis sur les présidentielles. Entre-temps, il y a eu un mouvement insurrectionnel, on a brûlé le Parlement alors qu'il devait y avoir des élections législatives dans quelques temps. Donc tous ces éléments-là aussi interrogent sur la vacuité des partis politiques qui ne sont pas capables justement d'orienter leur vision selon des lignes idéologiques qui permettent d'avoir des débats, je dirais, en huis clos et indépendants des cercles de pensée, des cercles d'influence occidentaux. Ça nous renvoie à une autre thématique dans cette vision du politique, qui est la manière dont les luttes étudiantes, qui sont très importantes sur notre continent et qui sont constamment passées sous silence, et les luttes syndicales doivent être reconnectées à la question politique pour redonner un peu plus de tonus à ce qu'on appelle société civile, qui est de plus en plus formée par des organisations cooptées depuis l'extérieur via des ONG ou via des philanthropes occidentaux.
Donc ce sont ces points sur lesquels il est important d'alerter l'opinion publique. Ensuite, d'un point de vue plus global, cette année 2016 a aussi été marquée, une fois de plus, par l'échec de ce qu'on appelle Union africaine, qui se prétend symbole du panafricanisme, qu'il est d'une certaine manière, mais de manière totalement galvaudée, et qui a montré donc, lors du sommet de Kigali toutes ces contradictions avec la mise en place d'un passeport continental, un passeport africain, mais qui en soi n'est réservé qu'aux chefs d'État et aux diplomates. Alors que nous plaidons davantage pour une réflexion sur les notions de citoyenneté et sur les notions d'identité culturelle et panafricaine. Donc il y a là aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à revoir. Et dans ce rapport au panafricanisme, c'est également le rapport à la diaspora qui se pose. Actuellement, très récemment, nous avons vu donc, des élections aux États-Unis qui ont donné un résultat que nous connaissons tous. La position de la Ligue n'était certainement pas de soutenir la position démocrate qui a fait beaucoup de mal au continent africain, ni même de soutenir celle de celui qui a remporté le scrutin. Mais nous voyons depuis 48 heures beaucoup de blancs américains qui cherchent en fait, ou qui chercheraient à immigrer au Canada. Mais nous allons voir aussi, dans les semaines qui viennent, beaucoup de groupes noirs américains qui vont se poser la question du retour à l'Afrique. Et cette question aussi de notre rapport à la diaspora, qui s'est illustrée dans le cas d'un mouvement comme Black Lives Matter, doit aussi nous interroger sur le rôle politique que nous devons jouer en tant qu'organisation protectrice des intérêts de la diaspora et organisation en mesure de servir de plateforme entre les intérêts de la diaspora et les intérêts du continent africain. Il est très important que l'on prenne conscience que nous sommes à une époque où le monde est en train de connaître des ruptures et qu'il serait absolument anormal que l'Afrique, que le continent africain, que nos diasporas restent dans cette situation de ni continuité ni alternance. Il est très important que nous soyons en mesure d'infléchir le cours des événements et de provoquer une rupture. Et pour cela, nous avons une jeunesse qui nous demande à nous de prendre nos responsabilités et de les amener eux-mêmes à se responsabiliser. Donc c'est tout le travail de conscientisation que nous souhaitons effectuer au niveau de la Ligue panafricaine au cours donc, de la mandature qui s'ouvre. Je vous remercie. C'était Sana Modjan et Boubou.